démocratique, basée sur la science et le travail, et luttant pour la paix et le développement. Il a ajouté que pour y parvenir, la nation égyptienne a présenté d'importants sacrifices. Le président Al-Sisi a ajouté que le peuple égyptien était le héros qui a confronté les difficultés et les défis. Il a rendu hommage aux forces armées et à la police qui ont assuré la sécurité et la sûreté de l'Égypte. Le président de la République a souligné la poursuite de la mise en œuvre des mesures visant la réforme de la voie économique basée sur la localisation de l'industrie, l'expansion de la zone agricole, l'augmentation des investissements directs étrangers et le soutien au secteur privé, tout en prévoyant les mesures de protection sociale nécessaires pour les classes les plus vulnérables. Il s'est également engagé à renforcer la réforme politique entamée depuis le lancement de son appel au dialogue national en avril 2022. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi, qui est journaliste, écrivaine et membre du Parlement égyptien. Bonjour, Madame Farida, bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Parfait. Quand on parle de ce banquet hier de la famille égyptienne auquel a assisté et participé le président de la République, au cours de son discours, il a parlé de plusieurs sujets. Il a décrit le peuple égyptien comme héros en lutte permanente pour surmonter les difficultés et les défis. Il a également salué les femmes égyptiennes qui ont sacrifié les membres bien-aimés de leur famille comme martyrs pour que l'Égypte réjouisse de la sécurité. Alors, comment voyez-vous ces propos, premièrement? Je vois que c'est vraiment un leader formidable et c'est quelqu'un qui ressent à fond et avec beaucoup de respect et de tendresse tout ce qui intéresse le peuple égyptien et tout ce qui peut lui donner un coup de force pour surmonter les difficultés. Parce que nous traversons une période très difficile pour le monde entier et pour nous spécialement, surtout que nous avons autour de nous plusieurs, je dirais, problèmes énormes, comme la guerre de Gaza à nos portes et comme la guerre à la mer Rouge aussi qui nous porte qui nous coûte beaucoup parce que le canal de Suez ne fonctionne plus comme avant. Et il y a beaucoup de difficultés, mais le président a senti que l'unité égyptienne est la condition sine qua non pour dépasser toutes et surmonter toutes les difficultés que nous trouvons sur notre chemin. Et il a beaucoup montré une force et une conviction totale qu'on va arriver à surmonter toutes ces difficultés. Et il a rendu hommage surtout aux éléments qui participent avec une grande conviction, comme la femme égyptienne qui élève ses enfants basés sur l'amour de la patrie, et même les mères des martyrs qui sacrifient leur vie pour le bien de l'Égypte. Moi j'ai senti qu'il rendait justice à tout le secteur égyptien. Parfait. Également, le président a souligné l'importance de poursuivre le dialogue national et de s'attaquer aux problèmes qui ont un impact direct sur la vie du peuple égyptien. Il a souligné la nécessité d'impliquer tous les secteurs de la société dans le dialogue national afin de parvenir à un consensus sur bon nombre de crises auxquelles le pays est confronté. Et c'est ça, à mon avis, la vraie démocratie. Parce que le dialogue national, ça permet que chacun et chaque personne et chaque responsable étale ses idées et propose des solutions. Et ça, quand c'est tout un peuple qui participe à ce phénomène-là formidable et unique dans l'histoire de notre pays, c'est quelque chose qui nous donne un très grand espoir de surmonter toutes les difficultés et de trouver des solutions, comment dire, jamais vues, parce que ça
ça va être des idées selon le dialogue national. Ce Oui. sont des gens qui fournissent leurs idées en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est du jamais vu avant ça. Alors, Oui. il y aura des solutions aptes et très bien et formidables. Et c'est ça, moi, je pense que c'est une étape très importante dans notre pays. Parfait, Madame Falida Choubachi, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes journaliste, écrivaine et membre du Parlement égyptien. Et nous poursuivons avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de Laylat al-Qadr ou la nuit d'estime ou de grande valeur au centre des conférences internationales Al-Manara au Nouveau-Caire. Ont assisté également le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Taïb, et le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Goma, ainsi que plusieurs ministres. Pour sa part, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Taïb, a adressé ses vœux au président el-Sisi et au peuple égyptien et au monde arabe et islamique à l'occasion de la célébration de Laylat al-Qadr. Et au cours de son discours, lors de la célébration de Laylat al-Qadr, organisée par le ministère des Waqf, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Taïb, a pour sa part souligné que les institutions internationales qui s'engagent à maintenir la paix et la sécurité sont aujourd'hui impuissantes face à l'agression brutale d'Israël contre la bande de Gaza. Suite à son discours lors de la célébration de Laylat al-Qadr, le grand imam d'Al-Azhar a remis au président Abdel Fattah el-Sisi un exemplaire du 2e numéro du magazine Al-Azhar, le considérant comme l'événement scientifique et culturel le plus important de l'année en cours, qui rappelle à l'esprit de cette génération les souvenirs d'une période de plus de 70 ans de mouvements intellectuels, scientifiques, religieux, culturels et sociétaux. Et pour sa part, le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Goma, a remis au président Abdel Fattah el-Sisi un exemplaire de l'encyclopédie Vision ou Roya qui se publie en coopération entre le ministère des Waqf et l'autorité générale égyptienne du livre, qui résume une partie des publications des Waqf dans le domaine du renouvellement du discours religieux. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, tient une réunion pour revoir les critères de la création de nouvelles zones franches. Lors de la réunion, le Premier ministre a affirmé la valeur ajoutée que ces zones apportent à l'économie égyptienne. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour examiner les normes proposées pour la création de nouvelles zones franches privées en présence de Hala Saïd, ministre de la Planification et du Développement économique, Mohamed Maït, ministre des Finances, et ingénieur Mohamed Salahuddin Mustafa et d'autres hauts responsables. Au début de la réunion, le Premier ministre a confirmé qu'il y avait de nombreuses discussions concernant la création de nouvelles zones franches privées et la valeur ajoutée que ces zones apportent à l'économie égyptienne. Il était donc nécessaire d'avoir des critères clairs pour l'établissement de nouvelles zones franches privées et donc toute nouvelle demande d'établissement d'une zone franche doit notamment être compatible avec ces normes. Le chef du gouvernement a indiqué que l'objectif de cette réunion est de présenter les propositions de normes préparées par l'autorité générale des investissements dans ce cadre pour l'examiner avec les ministres concernés avant leur présentation au Conseil des ministres. La réunion a été témoin des discussions et des commentaires de la part des ministres et des responsables présents sur la proposition de normes présentée par le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, et il a été convenu d'aboutir à une vision unifiée de ces normes avec l'accord des ministres et des responsables concernés pour les présenter au Conseil des ministres. Et les forces aériennes égyptiennes ont intensifié les largages aériens de tonnes de nourriture et d'aide humanitaire et médicale dans le nord de la bande de Gaza.
Ces largages aériens interviennent sous les directives du président de la République Abdel Fattah el-Sisi afin d'alléger la souffrance des Palestiniens et de garantir l'arrivée des aides aux zones isolées, surtout dans le nord de la bande de Gaza. Et nous passons au sport. À présent, notre volet sport comprend le match de l'Ahli d'hier. Alors, l'Ahli s'est qualifié hier soir pour la 20e fois de son histoire pour une demi-finale de la Ligue des champions africains CAF. L'Ahli s'est imposé hier face aux Tanzaniens de Simba SC 2-0 au stade du Caire dans le cadre du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions africains. C'est Amr Soulaya qui a ouvert le score à la 47e minute de la rencontre avant que Mahmoud Kahraba ne puisse doubler la mise à la dernière minute du jeu. L'Ahli avait surclassé les Tanzaniens 1-0-1 lors du match aller dans la capitale tanzanienne Dar es Salaam. L'Ahli est non seulement le tenant du titre, mais aussi le recordman des victoires de la Ligue des champions d'Afrique, CAF, soit 6 fois finaliste lors des 7 dernières éditions et demeure invaincu depuis le début de la compétition. Et c'est ainsi que prend fin, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Au revoir.
Le musée d'art islamique du Caire est le plus grand musée islamique au monde. Il comprend une variété de collections d'art islamique d'Inde, de Chine et d'Iran, et à travers les arts de la péninsule arabique, du Levant, de l'Égypte, de l'Afrique du Nord et d'Andalousie. Le Khedive Taoufik a donné l'ordre au département des dotations en 1881 de collecter tous les objets précieux trouvés dans les mosquées et les maisons islamiques. Et pour la première fois au monde, le musée des antiquités islamiques est apparu. C'était une seule pièce que le public a été autorisé à visiter pour étudier ces antiquités. La Maison des Antiquités arabes est supervisée par le Comité de préservation des Antiquités. Le musée comprend de nombreuses collections archéologiques datant de l'ère islamique. Il comprend des antiquités islamiques de différentes époques, telles que les Omaïdes, les Abbassides, les Toulonides et Perses. Le visiteur du musée constate qu'il existe une division distincte, chronologique et artistique, des sections sur une base moderne, telles que les Omaïdes, les Abbassides, les Ottomans, etc., et d'autres sur une base artistique, telles que les métaux, les textiles, le bois, les tapis de décoration en verre, ornements, pierres, marbre et armes.
musée se compose de 10 sections remplies d'artefacts qui comptent environ 100 000 pièces, soit le plus grand nombre d'artefacts islamiques rassemblés sous le toit d'un bâtiment au monde. Et ce qui rend le musée unique, c'est ce qui contient des armes. Ceci inclut des épées, des fusils et des boucliers de guerre, comme l'épée du prince mamelouk Mourad Bey et l'épée du sultan ottoman Mohammed el-Fatah. Il comprend également les plus anciens manuscrits religieux et coraniques écrits, façonnés d'une écriture arabe, et les anciennes portes des mosquées et des palais. Parmi eux se trouvent les portes de la mosquée Es-Salah Thala'a, qui peuvent toucher le plafond du musée en raison de sa hauteur. Le musée comprend également des invitations de mariage pour les rois et les sultans, des outils au henné et des bijoux pour femmes, des bracelets et des bracelets de cheville datant de l'époque mamelouk. Le musée comprend une collection de pièces de monnaie de l'époque ayyubide. Il comprend 10 sections exprimant les éléments des arts islamiques, du début de l'ère islamique jusqu'à la famille de Mohammed Ali, notamment départements de céramique et poterie. Il comprend des types de céramique et de poterie en Égypte depuis l'ère omaïde, résultat des fouilles de Fustat, des porcelaines à l'éclat métallique qui étaient célèbres aux époques fatimides et mamelouks en Égypte, des céramiques iraniennes, des céramiques et des poteries ottomanes attribuées à Rhodes et au Qataya, céramique iranienne, de Sultanabad et porcelaine chinoise.